Vous regardez Al24 News, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre pour votre émission Hebdo Show Algérien, on est toujours dans l'œil d'Alger. On continue à parler de l'ingérence des Émirats Arabes Unis dans les conflits sur le continent africain, notamment au Soudan. Mahdi, vous aviez une question à poser à notre invité, M. Saïd Bouamama. Monsieur Bouamama, bonsoir. Merci d'être avec nous. J'ai une question qui est par rapport aux deux génocides que nous vivons actuellement, l'un à Gaza et l'autre au Soudan. D'après vous, moi j'ai ma réponse personnelle, mais je veux avoir votre avis, votre point de vue. Les Émirats Arabes Unis ont-ils une place prépondérante dans ces deux génocides qui sont consécutifs et qui sont dans la même temporalité? Pourquoi? Parce qu'on retrouve à peu près les mêmes manières, les mêmes méthodes et les mêmes protagonistes. Donc, quelles sont, d'après vous, les responsabilités des Émirats Arabes Unis à travers ces deux génocides qui sont totalement horribles, où plus de 70 000 morts en Palestine, à Gaza, et on est à plus de 50 000 morts au Soudan? Alors, sans conteste, on a effectivement une comparaison possible avec une place similaire des Émirats Arabes Unis. Pour bien le saisir, il faut revenir à ce que je disais au tout début, qui est dans quelle séquence historique mondiale sommes-nous? Nous sommes dans une séquence dans laquelle un des éléments pour des puissances qui sont en perte de vitesse économique, en perte de vitesse scientifique, en perte de vitesse technologique, c'est une double stratégie. D'une part, de balkaniser un certain nombre d'États qui pourraient avoir une politique indépendante de par la taille de leur territoire, de par leurs ressources, de par leur situation géostratégique. Et c'est pour cela que nous avons eu des explosions d'États, avec un Soudan qui a déjà été divisé en deux, avec tout ce qu'on a connu en Irak, en Syrie, en Libye, etc. Tous les États qui pouvaient être des pôles de souveraineté, des pôles d'autosuffisance, ont éclaté en jouant sur des contradictions internes, en s'ingérant sur des faiblesses locales, en instrumentalisant des forces, en instrumentalisant la religion à des fins politiques. Bref, on a eu d'abord un premier segment stratégique de faire éclater des États. Et le second segment, c'est de s'appuyer sur des États locaux pour leur faire jouer le rôle de contrôle de toute une région. Et pour cela, eh bien, pour s'imposer, eh bien, effectivement, le génocide a été une arme. Pour que Israël se renforce comme gestionnaire local des intérêts d'un certain nombre de puissances dans toute la région, et c'est le drame du peuple palestinien, c'est qu'il n'est pas confronté à un impérialisme classique dans lequel il s'oppose simplement à une armée, il est confronté à un État qui est soutenu par un certain nombre d'autres puissances, et il est en quelque sorte le gérant local d'un collectif de grandes puissances. C'est la même chose en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis. Ils sont les gérants locaux en fonction des enjeux stratégiques et des enjeux de ressources. Ils sont les gérants locaux d'un certain nombre de puissances extérieures. Et ils n'hésitent pas pour cela, pour obtenir la déstabilisation, pour obtenir cette fonction de gestionnaire local. Ils n'hésitent pas à aller jusqu'au génocide. C'est très clair au Soudan et c'est également patent en Palestine. Puisqu'on se souvient tous de la crise qu'il y a eu il y a quelques années justement aux Émirats Arabes Unis, la crise financière, et juste 2 ans après, il y a eu ces fameux accords d'Abraham, où on a donné une sorte de blanc-seing, les Émirats Arabes Unis ont donné une sorte de blanc-seing pour normaliser les relations avec l'entité sioniste. Donc ne pensez-vous pas qu'ils ont vendu la cause palestinienne pour leur propre sauvegarde et pour la sauvegarde du régime actuel? C'est toute la stratégie des sionistes qui a été d'amener un certain nombre de puissances à abandonner un certain nombre de principes qui avaient fait l'histoire des peuples, les principes de souveraineté, les principes de solidarité avec les causes justes, et de les amener à des stratégies uniquement basées sur leurs propres intérêts financiers. Et effectivement, il y a eu, on peut appeler ça une vente, on a vendu son âme au diable pour de la puissance, pour avoir une place dans les puissances mondiales. Moi j'ai vu un très bel article de Géo, je ne sais pas si vous connaissez le magazine Géo, qui est quand même assez connu, qui date très exactement du 21 août 2025, qui marque « Dubaï au bord de la faillite, un krach immobilier majeur menacerait la ville du désert ». Donc les transactions immobilières sont estimées à environ 140 milliards de dollars en 2024, ce qui a baissé par rapport à l'année précédente et ainsi de suite.
Malheureusement, les projets extravagants, malheureusement pour eux, les projets extravagants ne trouvent même plus preneurs, d'après le magazine Géo, donc c'est pas n'importe quel magazine. Et Dubaï et en l'occurrence les Émirats Arabes Unis cherchent de l'argent partout pour justement pouvoir réenflouer le système immobilier qui est une importante activité financière chez eux. Ce n'est plus autant attractif qu'avant et les problèmes se surclassent les uns aux autres. Qu'en pensez-vous ? Absolument. On a affaire à une puissance qui a hérité, d'une séquence récente dans laquelle effectivement la richesse était énorme, mais dans la durée, le modèle économique des Émirats Arabes Unis n'est pas viable. C'est pour cela qu'ils ont des stratégies de reconversion importantes, mais il ne suffit pas de le vouloir, encore faut-il que cela soit possible. Et c'est pour cela qu'ils ont des visées impériales aussi ailleurs, en se disant qu'effectivement, une politique de prédation vis-à-vis de pays faibles, et on s'appuie sur des pays en crise en Afrique, ça permet de drainer, d'une part d'avoir le soutien de puissances extérieures, et d'autre part de drainer des richesses pour leur propre compte. Est-ce qu'on se rappelle se rappelle des deux crises précédentes, M. Bouamama, 2008 et 2014, où justement le fameux The World de 2008, où il y a eu l'archipel qui a été complètement abandonné, et après l'effondrement des prix du pétrole en 2014, où ils ont eu besoin de l'État voisin Abu Dhabi qui leur a prêté de l'argent avec un taux d'intérêt très important pour pouvoir renflouer les caisses parce qu'ils n'arrivaient plus à payer les salaires des fonctionnaires. Les gens, ça a été effacé des mémoires, mais en 2008 et en 2014, ils n'avaient plus de quoi payer leurs fonctionnaires. Absolument. On a affaire. La bonne image, c'est vraiment le géant au pied d'argile, au niveau économique. Le géant au pied d'argile, c'est ça, le géant au pied d'argile. On n'a pas affaire à une puissance économique qui est certaine pour les décennies qui viennent de pouvoir tenir. On a affaire à une puissance économique qui connaît ses faiblesses et qui sait que ces faiblesses sont structurelles. Et par conséquent, elle recherche des solutions à tout prix, quitte à devenir elle-même un outil d'ingérence extrêmement important comme elle le fait aujourd'hui. Il y a un indicateur qui est très parlant, qui sont les secteurs dans lesquels les Émirats Arabes Unis ont choisi d'investir en Afrique. Ce sont tous les secteurs des infrastructures. Ce sont les secteurs dans lesquels, ce sont les ports par exemple. Dans 15 pays, on a les Émirats Arabes Unis qui gèrent les ports de 15 pays africains. Ce qui veut dire qu'on a bien là la volonté de contrôler les routes commerciales et de pouvoir donc devenir un pays rentier en contrôlant ces routes commerciales. J'ai bien aimé le géant au pied d'argile, c'est tout à fait ça. Et Badis Khnissa, vous avez justement des informations à nous donner concernant la stratégie d'influence émirati. Tout à fait. D'ailleurs, je rejoins notre invité, M. Bouamama. Effectivement, le mot prédation prend tout son sens à travers cette stratégie expansionniste, parfois déguisée, parfois affichée, parfois même assumée. Dans le sens où j'ai quelques éléments, encore une fois, sans équivoque, mais surtout tangibles, sur cette mainmise, ou en tout cas tentative de mainmise sur les richesses de l'Afrique, mais au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Émirats sont prêts à je dirais, diligenter des guerres et de l'instabilité, mais surtout aussi à vouloir déstabiliser des pays et des puissances, y compris l'Algérie, et on en reparlera après. J'ai quelques éléments juste pour un peu contextualiser les choses et pour que nos téléspectateurs comprennent un peu cette stratégie expansionniste. Des théâtres d'opérations extérieures, notamment, des Émirats, elle qui se dit effectivement pacifique, mais surtout qui ne fait pas d'ingérence. Là, encore une fois, c'est le UN Panel of Experts of Yemen, 2016-2023, Chatham House UAE Regional Activism Reports et d'autres qui disent qu'effectivement, il y a plus de 7 zones d'opération conflictuelles dans lesquelles les Émirats sont impliqués d'une manière directe. Sauf que depuis 2023, ça a augmenté à 12 théâtres. Vous avez le Yémen, vous avez la Libye, vous avez la Somalie, vous avez le Sahel, vous avez l'Éthiopie, vous avez la mer Rouge. Donc effectivement, il y a une volonté à vouloir s'accaparer les routes énergétiques, les routes exactement commerciales, la route de l'or, donc pour encore une fois apposer son hégémonie. On a d'autres éléments aussi qui sont très intéressants. Des investissements des Émirats, par exemple, en Afrique, plus de 60 milliards de dollars. Mais entendons-nous sur une chose. C'est non sans contrepartie, et d'ailleurs les Émirats confondent investissement avec quoi? Avec asservissement, notamment de ces pays. Là aussi, il y a les sources qui sont fiables. On a aussi, ça a été évoqué,
14 ports africains sous l'égide de notamment cette entreprise qui s'appelle DP World, qui d'ailleurs contrôle plus de 78 terminaux, notamment portuaires de par le monde. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ils tiennent des secteurs stratégiques, à savoir le transport maritime. Vous avez aussi le land grabbing, ce que j'avais évoqué la semaine dernière, notamment comment s'accaparer des terres de pays tiers pour des finalités agricoles. D'ailleurs, parfois, le paradoxe, ces mêmes pays subissent la précarité et même la famine. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a véritablement une volonté de pillage de ces richesses. Eh bien, c'est 2,2 millions d'hectares. Vous savez, c'est quoi, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de le pays comme la Slovénie. On a d'autres aussi éléments à charge, très importants à souligner. On a un financement, figurez-vous, qui est de quoi? De l'influence, du lobbying notamment. Il se chiffre entre 150 et 200 millions de dollars par an. Mais ce n'est pas fini, ça se compte aussi par milliards à l'échelle internationale. Vous avez quasiment 1,5, 2 milliards de dollars dans les médias, dans les think tanks, dans les ONG, parfois qui sont sous l'égide d'humanitaires, mais qui sont là pour travailler effectivement, œuvrer pour le projet émirati dans les pays respectifs dans lesquels ils sont implantés. Et puis vous avez également des campagnes numériques, puisque le lobbying, c'est aussi désinformer, c'est aussi contrôler l'information. C'est plus de 3000 comptes coordonnés, plus de 3000 clusters effectivement répertoriés. Et là, c'est Meta Coordinated Reports 2020-2023. On a aussi Twitter X Transparency Reports. Et déstabiliser les pays et les puissances comme l'Algérie. Parce qu'il faut éliminer toute puissance régionale qui pourrait peut-être interférer dans cette ingérence. Comme l'Algérie est souveraine, l'Algérie est indépendante dans ses décisions, l'Algérie responsable dans ses actes et notamment ses postures vis-à-vis des causes justes et comme tu le disais tout à l'heure, la cause palestinienne. Donc là, pareil, il y a aussi un narratif hostile envers l'Algérie avec plus de 40%. Et là, c'est Oxford Internet Institute qui le dit en 2023. On a aussi l'investissement, vous savez, qui se ressemble, comme on dit. Donc il y a des investissements des Émirats, où ça? Au Maroc. Au Maroc, plus de 14 milliards de dollars qui sont investis. Abu Dhabi Fund for Development Project List, là aussi c'est des chiffres vérifiables. On a aussi du lobbying pro-Merzen, c'est-à-dire, figurez-vous que c'est les Émirats qui payent des tribunes, qui payent des médias, qui payent des think tanks, qui payent des influenceurs, à hauteur de quoi? De plus de 20 millions d'euros par an pour effectivement je dirais enjoliver le narratif marocain, le Merzen, vis-à-vis du Sahara occidental. Et ça, c'est pareil, c'est EU Transparency Register qui le dit. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a, au-delà de la prédation, il y a une stratégie pensée, notamment à vouloir non seulement s'accaparer des territoires, influencer de la géopolitique, mais surtout aussi essayer d'inhiber ou d'anéantir des puissances comme l'Algérie. Mais c'est peine perdue. Très bien. Merci Badis pour toutes ces informations. Saïd Bouamama, je pense que vous avez suivi de façon très, très méthodique tout ce que vient de dire Badis Khnissa. Un commentaire justement sur toutes ces informations qui finalement mettent les Émirats Arabes Unis ce soir mal à l'aise. Absolument, mais si on regarde le lien entre tous ces éléments qui ont été décrits, on retrouve vraiment les logiques impériales, avec à la fois du hard power et donc des interventions militaires directes ou indirectes, et en même temps du soft power pour donc une stratégie d'influence utilisant tous les outils possibles et imaginables de l'instrumentalisation de la religion en passant par les médias. On a vraiment une volonté là d'avoir une nouvelle puissance de type colonial en Afrique. Et la cible est bien précisée. La cible, c'est de détruire toutes les puissances régionales qui ont un territoire, des ressources et une histoire politique qui leur permettrait de résister à des dimensions d'ingérence extérieure. Je pense que ça a été souligné dans le rapport à l'Algérie. Je pense que l'Algérie ne doit vraiment pas, et c'est effectivement ce qu'elle fait, sous-estimer l'ampleur des dangers de déstabilisation. Nous sommes dans une séquence historique où les puissances héritées de l'histoire qui sont conséquentes gênent un certain nombre d'intérêts, et il y a donc des rêves de balkanisation auxquels il faut résister. En tout cas, il y a ce type de stratégie qui existe.
Et on va continuer justement à parler de ce type de stratégie avec les révélations sur les manœuvres de la diplomatie émiratie. C'est avec vous, Kamal. Justement, oui, si on voit aujourd'hui les chiffres qui sont pratiquement en cachette, il y a des personnes qui sont propulsées par la diplomatie ou bien par Abu Dhabi pour justement faire valoir ou faire avancer les dossiers sur lesquels elles travaillent, c'est-à-dire le rapprochement avec le sionisme. D'ailleurs, il y a une diplomate qui est très connue donc, au sein des Nations Unies, c'est Lana Nuseibeh, qui est qui officie qui a officié depuis 2011 jusqu'à 2024 en tant que représentante permanente de l'Arabie Saoudite aux Nations Unies. Son travail était de faire quoi? Des Émirats Arabes Unis. Des Émirats Arabes Unis. Son travail était de faire quoi? Justement, d'aller faire en sorte à ce que le rapprochement avec Israël se fasse pour aboutir avec le temps aux accords d'Abraham qui ont eu lieu en 2020. D'ailleurs, elle les a conclus avec Jared Kushner. Et pour ce faire, elle s'est associée à son collègue marocain, Omar Hilal. Omar Hilal et elle, ils ont eu deux dossiers importants sur lesquels, c'est-à-dire deux cibles, l'Iran et l'Algérie. Ils ont associé l'Iran et l'Algérie comme étant des États qui avaient des ambitions nucléaires. C'est-à-dire, quand on voit ce que Wikileaks avait produit, avait révélé, c'est le fait que Omar Hilal a fait feu de tout bois pour accuser l'Algérie d'être le nouvel Iran au Maghreb. C'est une stratégie qui a été justement soutenue par la diplomate Lana Nuseibeh, qui est d'origine palestinienne. Elle fait partie de ces Palestiniens qui ont été pris en charge ou sinon qui ont été propulsés par Abu Dhabi du moment que son père était conseiller aussi, c'était une Maqdisi. Et vous voyez que son père ou son grand-père faisait partie de ces militants qui étaient pour la cohabitation entre juifs et musulmans et palestiniens dans les terres occupées et non pas pour la colonisation ou bien pour la lutte contre la colonisation. Donc la rhétorique de la stratégie qui a été faite de démontrer que même les Palestiniens d'Al-Quds sont favorables à le rapprochement avec Israël. Donc elle l'a concrétisé. La presse israélienne, elle l'encense quotidiennement. On voit comment elle a réussi à être le chouchou de la presse israélienne, notamment Times of Israel. Et quand on voit ce que produit le Jewish Insider, il dit quoi? Il dit que c'est une femme qui est celle qui a fait le plus de bien pour la cause ou le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens ou les Arabes en général. Donc elle et Jared Kushner ont été les artisans, les architectes des accords d'Abraham. Et pour rappeler les accords d'Abraham, ce qu'a cité tout à l'heure Mehdi, c'est le fait que dans les accords d'Abraham, les Émiratis ont exigé une seule chose, c'est qu'il n'y ait plus de construction de colonies de peuplement en Cisjordanie et non pas le retrait ou démantèlement de ces colonies. Donc elle a travaillé en ce sens-là et surtout, qu'est-ce qu'elle a fait en plus? C'est qu'elle est allée dans une logique anti-algérienne, bien évidemment en concert avec son collègue Omar Hilal, et en même temps, elle est allée dans une logique qui est celle de dénigrer les musulmans de France en s'associant avec le Front National. Il faut rappeler que le 3 juin dernier, elle a reçu Jordan Bardella, et c'était une première donc pour un parti d'extrême droite qui est reçu. Pourquoi les Émirats s'intéressent à l'extrême droite? Parce que dans le discours officiel, le narratif officiel émirati, les frères musulmans sont en France et on se rappelle ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères émirati en 2017 à Riyad lorsqu'il y a eu le congrès sur la déradicalisation, que l'Europe s'apprêterait à se transformer, qu'il y aurait plutôt 50 millions de musulmans en France d'ici 2035, alors que nous sommes déjà en 2025, il n'y en a même pas 50 millions. Donc c'était pour faire peur aux Français. Et quelle est la partie qui était la plus apte à faire véhiculer cette stratégie? C'était bien le Rassemblement national. Donc le Rassemblement national, lorsqu'il y a eu la rencontre à Abu Dhabi entre Lana Nuseibeh et Jean-Ard Bardella, il y avait quoi? Il y avait le responsable du groupe d'investissement
émirati qui s'appelle Al-Mubarak, PDG du Mubadala Investment Group. Khaldoun Al-Mubarak, PDG du Mubadala Investment Group, qui a promis 2 millions d'euros au Front National, enfin au Rassemblement National, dans ses campagnes. Parce que aujourd'hui, ce que cherchent les Émiratis, c'est de trouver celui qui est le plus apte, le plus à même de prendre le règne du pouvoir en 2027. Et donc, c'est l'extrême droite française qui est la plus apte, selon les Émiratis, pour aboutir à ça. Et je termine avec juste un détail très important. Aujourd'hui, si on cible l'extrême droite, si les Émirats s'intéressent à l'extrême droite, parce que ce sont eux le futur qui vont plus tard s'attaquer à l'immigration et s'attaquer à cette narrative qui fait de l'immigration une menace pour l'Europe. Oui, vas-y. À toute fin utile, je rebondis, tu viens de citer la société Mubadala Emirati. La société Mubadala Emirati, je vous donne un scoop, elle détient 11% dans le gisement de gaz Léviathan et Tamar, dans les territoires occupés. Et Mubadala, c'est la société qui finance beaucoup d'opérations à l'extérieur. Absolument, parce que c'est un grand Saïd financier. Bouamama, je vous ai 2 minutes, Faisal, je vais vous donner la parole dans un instant. J'ai juste vu M. Saïd Bouamama acquiescer lorsque Kamal Mansari a parlé justement de cette alliance des Émirats Arabes Unis avec l'extrême droite. Cette alliance nauséabonde. Absolument. Mais il y a 2 éléments qui me semblent importants dans ce qui vient d'être dit. Le premier, c'est de bien avoir en tête que les Émirats Arabes Unis vont avoir dans la stratégie sioniste une fonction de plus en plus importante dans le contexte d'aujourd'hui. La stratégie sioniste aujourd'hui est une stratégie qui est obligée de constater que malgré l'ampleur du génocide, aucun des objectifs de ce génocide n'a été atteint. On a mis en place ce génocide pour que le peuple palestinien sombre dans la panique. On a mis en place ce génocide pour que le peuple palestinien renonce à la résistance, renonce à ses organisations de résistance, se retourne contre ces organisations de résistance. Tous ces objectifs ne sont pas atteints. Par contre, il y a effectivement un massacre énorme. Et de surcroît, on voit les Palestiniens revenir sur leurs ruines plutôt que d'accepter de partir. C'est ça la réalité, dans un contexte en plus où il y a une défaite morale de l'État sioniste. L'opinion publique mondiale s'est retournée pour la première fois depuis 1948. C'est retourné. On n'a jamais vu de mouvement de soutien populaire aussi important de par le monde entier. Ce qui veut dire que le mouvement sioniste aujourd'hui ne peut plus seul défendre son narratif. Il a besoin d'outils alternatifs qui permettent de faire passer par d'autres biais la légitimité de la politique sioniste. Quant à la France, effectivement, on a une stratégie de prévision du côté des Émirats Arabes Unis. Ils ont analysé les jeux politiques français et considèrent que c'est un investissement que de s'appuyer sur le Rassemblement national. Alors, eux qui mettent souvent en avant la question de l'islam, ils deviennent les alliés ouverts, les alliés explicites d'un parti qui chasse les Français de confession musulmane. Donc on a effectivement là l'alliance ouverte des Émirats Arabes Unis et du Rassemblement national. Celui qui mène cette opération, notamment en France et en Europe, pour les liens avec l'extrême droite, parce que ce n'est pas uniquement en France, parce que c'est aussi le cas d'autres pays européens, c'est le conseiller diplomatique du président des Émirats, Anwar Gargash. Anwar Gargash, il était un ancien ministre des Affaires étrangères. Il est à la tête de plusieurs organisations. Il est président du conseil d'administration de la chambre de commerce et d'industrie. Il est dans l'entreprise qui chapeaute les médias émiratis. Il est curieusement dans la commission qui a révisé le code des droits de l'homme, comme par hasard, alors que cet homme est appelé par ses opposants comme le tueur des Yéménites. Parce que l'opération qui a été menée en 2015 contre le Yémen, et qui est toujours menée, d'une certaine manière, c'est Anwar Gargash. Les opérations, la campagne anti-algérienne, c'est lui qui mène, et c'est lui qui, parce que les Émirats Arabes Unis sont en train de payer actuellement en France les organisations des ONG, y compris l'IFOP. Le FIOP, c'est l'institut qui fait des sondages. Eh bien, cet institut reçoit aussi de l'aide d'une certaine manière de l'argent émiraté. Le puisque français le sait, mais il laisse faire. Et en plus, Anwar Gargash, c'est lui qui coordonne aussi avec les unités du Mossad, service secret israélien, qui font des opérations, les bots, les attaques contre les pays dans l'Algérie. Donc en plus de l'Anna Nusseibeh évoqué par Kamel, il y a aussi Anwar Gargash. Retenez bien son nom. Tu parlais du Yémen, très important aussi d'ouvrir une petite parenthèse. Il y a un militant influent, très influent, lanceur d'alerte saoudien,
qui a évoqué il y a quelques jours le projet des Émirats contre, y compris les pays du GCC, notamment le comité, les pays frères, entre parenthèses, Le Qatar, oui. le Qatar et l'Arabie Saoudite, à travers le Yémen notamment et le Soudan. Donc on voit bien qu'effectivement, même les pays du GCC qui sont censés avoir une charte universelle pour défendre leurs intérêts communs, même eux, ils ne sont pas épargnés justement de ce projet pernicieux le blocus des contre le Émirats. Qatar, c'était Gargash. Et qu'est-ce qu'il reprochait au Qatar? C'était d'abriter le Hamas. Parce que c'est lui qui a facilité les accords d'Abraham avec le NUCB, les accords avec il y a une semaine, le Parlement européen devait justement pondre une résolution condamnant l'ingérence étrangère émirati au Soudan. Ce que fait l'Anna Nusaybi, elle va directement au Parlement européen discuter avec eux, avec les patriotes de l'Europe, le rassemblement patriote de l'Europe créé par Victor Urban et dans lequel le Front National est puissant. Donc ils ont reversé la tendance et ils vont voter une résolution disons que finalement le travail fait par les Émirats justement au sein du quartet international était celui qu'il fallait admettre. Donc voilà un petit peu l'influence des Émirats au sein même de l'Union, du Parlement européen. Mais quand même, on est d'accord, c'est pas la diplomatie de l'argumentaire, c'est la diplomatie des valises. Du chéquier. C'est la diplomatie du chéquier. Alors messieurs, je vais poser une dernière question à monsieur Saïd Bouamama si vous le voulez bien. Monsieur Saïd Bouamama, dans un monde marqué justement par des changements géopolitiques, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'usage diplomatique et politique du vice par les Émirats arabes unis en toute impunité devient la norme? Absolument, ça devient la norme, mais c'est tout simplement parce que ça correspond à l'agenda des Émirats arabes unis et d'un certain nombre de puissances extérieures. Et ça doit nous amener à des conclusions pour l'avenir et de constater que l'avenir de l'Afrique, c'est bien de constater d'abord sa communauté de destin et que toute ingérence extérieure, quelle qu'elle soit, quel que soit l'argument qui est mis en avant, toute ingérence extérieure est un point d'affaiblissement de l'avenir des peuples africains. C'est aux Africains de s'occuper de leur continent et aucune puissance extérieure ne peut venir faire à la place des Africains ce qui correspond aux besoins des peuples africains. Très bien, merci Monsieur Saïd Bouamama, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes sociologue, auteur de plusieurs ouvrages et expert médias. Merci encore. De rien, au revoir. Au revoir. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite.